Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Lelièvre, bienvenue à Solidarité rurale. Docteur Jacques Proulx, bienvenue aux assises de l'organisation que vous avez mis au monde. Et on ne le répétera jamais suffisamment. Je suis particulièrement contente de vous accueillir à cette 20e conférence nationale où on va se parler de nous comme leaders, de nous comme citoyens, où on va se parler de comment on peut faire la différence. J'utilise pour la première fois les technologies visuelles. Alors, je vous demande votre indulgence si toutefois ça ne suit pas les propos. Leader de cœur, territoire en tête. C'est un peu l'histoire de Solidarité rurale que je vais vous raconter. Pas tant l'histoire dans les faits, même si je vais en parler, que l'histoire dans le cœur, de ce qu'on a voulu faire avec les communautés rurales. Leader de cœur, territoire en tête, c'est ce que vous pouvez être, c'est ce que vous pouvez faire dans vos milieux, à hauteur de milieu, comme à hauteur de MRC, comme à hauteur de société québécoise. Leader de cœur, territoire en tête, c'est ce qu'on peut se donner comme société durable pour demain. 1991, grande date pour les ruraux. Une phase d'éveil, une phase de prise de conscience et d'essai. 1991, 3, 4, 5 février. Pour la première fois, retentissait le slogan « Tant vaut le village, tant vaut le pays ». Pour la première fois, ces mots entraient dans la tête et dans le cœur des ruraux. C'était 1200 personnes de 375 organisations dont le cœur battait au même rythme. Et au terme d'une rencontre remarquable, une déclaration, la Déclaration du monde rural, était signée. Le premier élément de cette déclaration unique dit « On va valoriser la personne dans son milieu et on va miser sur la prise en charge des personnes pour développer leur milieu. » Une déclaration unique signée il y a 23 ans, qui pourra avoir été écrite hier et qui pourra certainement être encore très actuelle dans 30 ans. Au terme des États généraux du monde rural, le 6 février 1991, dans les villages, il n'y avait rien de changé. Il y avait une morosité qui avait appelé à ces États généraux-là, mais dans les villages, le lendemain, il y avait toujours une école de village fermée ou un dépanneur ou une épicerie qui n'existait plus. Rien n'avait changé? Non, pas vraiment. Rien n'avait changé peut-être le lendemain, mais plus ne serait jamais pareil dans les communautés rurales. Plus rien ne serait jamais pareil. Pourquoi? Parce que des personnes, leaders, citoyens, engagés dans leur milieu, avaient choisi de se faire confiance et d'espérer, d'avoir l'espoir que les milieux ruraux avaient leur place dans l'ensemble de la société. Confiance en l'avenir, parce qu'on peut changer les choses. On peut toujours changer les choses. Et de fait, depuis 23 ans, si tout n'est pas parfait, les choses ont changé. L'espoir et l'énergie pour changer les choses. Voilà ce que 91 nous avait donné. Ça a amené l'opération Village prospère, 96. Une grande discussion, des rencontres marquantes et surtout des constats qui frappaient l'imaginaire. Premier constat, dans des communautés qui vont bien, 2 ingrédients qu'on dose selon les milieux, mais 2 ingrédients incontournables. D'abord, l'ancrage culturel, l'ancrage identitaire. On habite un territoire qui nous habite. Nous aurons l'occasion d'entendre tout à l'heure l'homme que le Nord habite, Monsieur Lemoine. C'est ce qui fait qu'on aime nos milieux,
On s'y identifie, on les habite et on y croit. Premier ingrédient. Un milieu qui nous habite. On y croit. Deuxième ingrédient, le leadership. Des leaders qui sont capables de rassembler, de regrouper, de composer avec des idées différentes, de composer avec des opinions valables, même si elles sont différentes. Des leaders qui font la différence. Deux ingrédients incontournables, mais surtout des constats qui font état du fait, qui confirment, qui démontrent que les communautés rurales, elles sont différentes et que cette différence-là est l'ancrage même de la richesse d'une société comme celle du Québec. Déjà, on était en présence d'un leadership de cœur, parce que pendant ces années de création, de prise de conscience, d'appel, des batailles, il y en a eu. Des citoyens qui se sont regroupés pour défendre leur milieu, il y en a eu. Mais on avait devant nous un homme de cœur et de tête pour parler de la ruralité, Dr. Jacques Proulx. 1998, on est allé à la rencontre des citoyens, de ces citoyens avec qui on veut parler, la corvée d'idées. Pour la première fois, des leaders allaient, pour la première fois pour le monde rural, des leaders allaient chercher chez les citoyens du monde rural la nature de ce que pouvait être le développement local. Comment vous le voyez, votre développement? Quels sont vos défis? Parlez-nous de vous. On vous écoute. Un leader de cœur capable d'écoute. 98, la corvée d'idées nous a donné non pas des idées pour faire du développement local, mais des idées pour travailler au mieux-être des communautés. Des idées pour nous permettre de valoriser la personne et de l'impliquer dans la vitalité, dans l'organisation de son milieu de vie. Ça nous donnait des grandes périodes. On pouvait dorénavant réfléchir à une politique de la ruralité. La corvée d'idées, c'est ce qu'elle a donné. La sueur des ruraux, elle se retrouve dans la vie qui réclamait haut et fort une première politique nationale de la ruralité. Cet avis-là, il était d'autant plus fort que tous ces ancrages, toutes ces associations, toutes ces imbrications, elles étaient faites des paroles, des phrases du cœur des ruraux. Et elle était portée, cette volonté-là, de développer des communautés attrayantes où le mieux-être de vivre était présent. Elle était portée par un leader. C'est donc une première politique citoyenne nationale de la ruralité. Le mot « citoyen » dans cette politique-là est majeur. Politique dirigée vers les citoyens. Une politique où on interpelle la contribution des citoyens. Ils ont déjà participé, ils ont déjà nourri ce que pouvait être une politique de la ruralité. Et on leur a donné. Première politique nationale de la ruralité. On vous donne des moyens, vous avez confiance en vous, maintenant on vous fait confiance. C'était magique. Ceux qui l'ont vécu, on parlait durant la dernière tournée qui était au Lose Concorde pour le lancement de la première politique de la ruralité. Il vibrait dans cette salle d'une volonté de vraiment démontrer tout le potentiel, toute la capacité des ruraux. Magique, ça l'a été, ça l'est toujours. La première politique de la ruralité, une politique qui crée l'espace citoyen, elle était dirigée sur le fait que dans les milieux, ce sont les personnes qui feront la différence. En conséquence, on les met à l'œuvre. Dans les milieux, des leaders pouvaient faire lever
des idées, des projets, des manifestations, des réalisations avec, par et pour les citoyens. Politique citoyenne menée par des leaders de cœur qui retournaient vers leurs membres, vers leurs citoyens, vers leur communauté. Cette politique-là, elle a été grande, elle a été accueillie, elle a fait école. Elle a été renouvelée et en 2007, on avait une deuxième politique de la ruralité. Toujours une politique citoyenne qui ajoutait l'expérimentation et la capacité de réaliser dans les milieux, les laboratoires ruraux. Politique citoyenne. Jamais je le répéterai assez, parce que, au-delà des sommes d'argent investies par les premières et deuxièmes politiques, au-delà des budgets disponibles pour la réalisation de projets dans les milieux, la politique, ce qu'elle a donné de plus grand, ce qu'elle continuera de donner, portée par des leaders de cœur, c'est que les gens arrêtent d'attendre, d'être défaitistes face à leur avenir, qu'ils savent qu'ils peuvent non seulement influencer, mais changer le cours des choses pour se donner des milieux de vie attrayants, pour changer, pour se donner un milieu de vie où le mieux-être, le bien-être des citoyens est la première préoccupation. Dans l'actuelle campagne électorale, c'est quelque chose qu'on devrait rappeler à ceux qui sollicitent notre appui. Parce qu'au-delà du développement économique, parler de chiffres, ça évacue totalement les personnes. Ces politiques ont amené à une troisième phase qui concrétisait des visions territoriales, des visions de développement qui misent non pas sur des secteurs d'activité et sur des interventions dans les secteurs, mais qui appellent à une intervention face à un territoire, face à une façon d'agir différente. C'était pour un Québec fort de ses communautés. Le droit à la différence qu'on a manifesté haut et fort quand on est allé dans les États généraux du monde rural, on venait le traduire en disant « Jamais le Québec ne pourra être fort si ses communautés, tout ensemble, ne le sont pas. » Pour un Québec fort de toutes ses communautés. Un Québec qui mise sur l'interdépendance, la complémentarité entre toutes les collectivités. Je le rappelle toutes les fois que je le peux, 25 % de la population du Québec habite les communautés rurales qui couvrent plus de 80 % du territoire québécois. Pourtant, ces populations-là contribuent pour 30 %, un peu plus de 30 % du PIB du Québec. Est-ce qu'on peut comprendre, à travers ces deux chiffres-là, bien simples, que les communautés rurales ne sont pas une charge pour la société, mais qu'elles contribuent à sa prospérité? C'est important. C'est important de se rappeler que si on s'est fait confiance et que d'autres nous ont traduit cette confiance-là, si on a pu générer de l'espoir, on peut continuer de le faire et on contribue à la prospérité de tout le Québec. C'est traduit maintenant dans une stratégie gouvernementale pour l'occupation et la vitalité des territoires et c'est traduit depuis décembre 2013 dans le renouvellement d'une politique nationale de la ruralité. Une politique citoyenne, une politique qui mise toujours sur la valorisation de la personne et sur la capacité des communautés et des personnes qui les habitent à prendre en charge leur développement, leur avenir. La troisième politique nationale de la ruralité demeure une politique citoyenne. Encore une fois, au-delà des budgets qui nous sont accordés, encore une fois, au-delà des facilités que ça apporte. Oui, bravo, on est heureux. Mais le plus grand gain de ces politiques de la ruralité demeure
le développement d'une confiance, la capacité d'espoir qui se manifeste dans nos communautés, dans nos milieux de vie. C'est la plus grande richesse qu'on peut déployer à travers ces politiques-là. Alors, les leaders que vous êtes avez le devoir de toujours rester branchés sur ces gens qui constituent vos communautés, sur ces gens qui l'habitent, ce village, qui l'habitent, cette communauté. Les leaders que vous êtes avez le rôle magnifique d'animer des débats, de faire lever de nouveaux leaders, de faire grandir vos communautés. Et bien sûr, on a des défis. Ça fait 15 minutes. Merci. On a des défis pour cette nouvelle politique de la ruralité. C'est pas Solidarité rurale qui les a inventés. C'est encore une fois vous, les citoyens ruraux, qui nous avez informés de ce que sont ces défis pour vous. Des défis, parlons déjà d'éducation. Parlons déjà de toute cette richesse en devenir qu'on aura le devoir comme société, qu'on aura aussi comme préoccupation dans nos communautés de faire grandir l'école de village, la polyvalente, le cégep de région, nos universités dans les territoires, l'éducation, l'ancrage culturel que ça génère, l'ancrage culturel parce que c'est des milieux où on fait grandir le citoyen de demain. Chez Solidarité rurale, on dit construire le citoyen de demain pour édifier notre société à venir. L'éducation est un des grands enjeux des prochaines années. Non seulement pour instruire et développer des compétences, mais justement pour former ces citoyens qui s'impliqueront dans des milieux. Pour cette jeunesse qui va nous pousser dans le dos bientôt, parce qu'ils ont des aspirations. L'éducation, un des grands défis, et vous nous l'avez livré de toutes les façons possibles. L'ancrage culturel, j'en ai parlé, nos richesses naturelles, réparties partout sur nos territoires ruraux. Et encore là, vous en avez parlé, dans la tournée, dans vos consultations, dans vos messages. Vous nous avez mentionné la nature des défis qui vous concernent. J'avais l'occasion de m'exprimer cette semaine en disant « Les richesses naturelles, quand elles sont dans un milieu, c'est vrai que ce sont des ressources qui appartiennent à toute la société québécoise. Mais si le milieu où se trouve cette richesse-là est prisonnier de la richesse, la société québécoise ne s'enrichira pas de la ressource, elle s'appauvrira de son exploitation. Les communautés, elles doivent avoir leur mot à dire sur l'avenir de la ressource. L'entrepreneurship local, l'entrepreneurship rural, dont on a perdu la nature, à force de se parler d'économie, à force de se parler de marché boursier, à force de se parler de mondialisation. On a perdu de vue la créativité, le savoir-faire, l'inventivité, qui est dans le cœur de nos villages, dans le cœur de nos communautés. Oui, les défis sont nombreux. Oui, ils sont extrêmement nombreux. Et il reste un défi majeur qui englobe tous les autres, celui de la gouvernance. Et c'est précisément là où on interpelle les leaders de cœur que vous êtes, que vous pouvez développer. Des leaders qui vont travailler à développer un milieu de vie, plutôt que de parler strictement de développement économique. Si vous entendez ce qu'on nous dit dans l'actuelle campagne électorale, on nous parle de développer l'économie. Ça ne me dit rien sur la personne. Et les gens, même les citoyens interpellés, disent « l'économie, c'est la priorité ». Ah oui, comment? Qu'est-ce que l'économie change dans ta vie? Je vous invite à réfléchir au fait que pendant des mois, on nous a martelé qu'il y avait 750 000 personnes qui quittaient leur emploi et qu'on était à la recherche de compétences pour les remplacer. Je vous invite à réfléchir au fait qu'on nous parle encore de développer de l'emploi. J'aimerais comprendre où est-ce qu'on se situe dans l'économie.
quand on parle de développer les personnes, quand on parle d'avoir une approche qui produit du mieux-être dans les milieux, on vient rejoindre les gens dans leur quotidien, dans leurs aspirations, dans leurs rêves et dans la capacité qu'ils ont de se réaliser comme personnes. Et voilà précisément où les leaders de cœur peuvent vraiment jouer pleinement leur rôle. Parler à des citoyens plutôt que de regarder des statistiques. Regarder comment on développe une collectivité en travaillant ensemble, plutôt que de développer un secteur économique strictement sur la base des opportunités de marché. Des leaders de cœur mettent en marche des citoyens présents et actifs dans leur milieu. C'est cher à mon cœur de parler des citoyens plutôt que de l'économie. Rappelons-nous que les gens cherchent aussi à se réaliser dans leur emploi et que ces emplois-là, ils peuvent être bien différents selon qu'on les invente et qu'on les pense pour les personnes plutôt que pour des structures qui ont besoin de main-d'œuvre, souvent de main-d'œuvre à broyer dans la structure, justement. Hier soir, avec un brio assez remarquable, Bernard de Rome parlait des leaders qu'il a rencontrés. Je vais vous mentionner que 2 mots m'ont frappé quand il décrivait les leaders qui l'ont marqué. Ces personnes-là avaient une persévérance à toute épreuve. Dans tout ce qu'ils ont fait, dans tout ce qu'ils ont réalisé, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont mis l'emphase sur l'objectif, sur la vision qu'ils avaient. Ils ont été capables de rassembler des gens et des interlocuteurs autour de cette vision-là, mais surtout, les embûches qu'ils ont rencontrées, les embûches et les défaites parfois, ne les ont jamais empêchés de continuer à avancer. Persévérance et résilience. C'est un peu ça, les communautés rurales aussi. Ça m'a frappé quand il le dit de la juge Arbour ou du docteur Genet, de René Lévesque ou de Brian Mulroney. Ça m'a frappé. Mais ce qui me rejoignait le plus, c'est que je pouvais mettre un paquet de noms de leaders dans nos communautés rurales qui présentaient les mêmes forces, les mêmes caractéristiques. On ne baisse pas les bras. On continue d'avancer. C'est pas facile. Il y a des débats, mais on ne baisse pas les bras. Ça aussi, la résilience, c'est une belle caractéristique des communautés rurales. Et une approche territoriale, c'est aussi une nouvelle façon d'aborder les défis que sont les nôtres. De l'aborder sous l'angle horizontal, complet, où on constate que chaque activité dans un milieu est imbriquée avec toutes les autres, que le service de proximité, qui est la santé, qui est essentiel, dépend aussi de comment on habite le territoire, du respect qu'on adresse aux citoyens qui y sont, du développement des activités et des milieux de vie et des emplois qui vont nourrir ces milieux de vie-là. Tout est imbriqué les uns dans les autres. Au cœur de ça, évidemment, le citoyen. Une approche territoriale, donc, qui permet d'habiter, de développer, de desservir, de s'approprier nos territoires. Une approche territoriale qui vise sur des milieux de vie attrayants et surtout qui mise sur une des grandes richesses qu'on a au Québec, qu'on partage comme citoyens québécois, la solidarité. La solidarité. C'est une des grandes valeurs qu'on porte comme Québécois, d'être capable de se serrer les coudes. Et c'est précisément là, quand on a une approche territoriale, qu'on va faire face à un des plus grands défis, l'intersectorialité. C'est un défi, pourquoi? Parce que chacun de nous, dans nos organisations, dans notre quotidien, on porte une réalité, on porte une façon de faire, on porte un projet, on porte une activité qu'on connaît, qu'on maîtrise. L'éducation, la santé, le développement économique, les services sociaux. On porte ça, l'agriculture, la forêt. On le porte. Faire de l'intersectorialité, c'est ici que ça vient jouer. C'est dans les tripes. On vient jouer dans les tripes.
c'est mon dossier que je connais, que je vais devoir partager. L'intersectorialité, c'est un des grands défis pour vraiment avoir une approche territoriale. Parce qu'il va falloir laisser un petit morceau de notre cœur à d'autres et recevoir le leur, en tout respect. Le grand défi de l'intersectorialité, ça sera de créer le dialogue. Et on le souhaite. Le dialogue est attendu. Créer le dialogue dans le respect, échanger, écouter, comprendre l'autre. Et là, le rôle de ces leaders de cœur que vous êtes sera majeur, justement pour créer l'ouverture nécessaire à cette intersectorialité-là, pour partager ce qui est dans nos tripes, pour le partager et le faire grandir. C'est pas une façon facile de travailler, mais ô combien elle sera constructive, d'être capable de joindre des forces pour faire plus que ce qu'on pourrait faire seul. Des partenariats, du travail en commun, de la collaboration, de la solidarité. C'est le grand défi de la prochaine politique de la ruralité. C'est d'aller jouer dans nos tripes, de retourner vers nos citoyens et de faire en sorte que tout le monde avance avec la même vitesse, la même énergie et le même enthousiasme. Un défi majeur, mais ô combien motivant. L'intersectorialité. Et tout ça, bien entendu, avec l'humain au cœur de nos préoccupations. Parce que la différence dans les milieux, la différence dans nos milieux de vie comme dans les activités qui seront générées, elle se fera par des humains, pas par des statistiques, pas par des grands penseurs, pas par la Bourse de New York ou de Toronto, par des humains dans nos milieux de vie, dans les territoires. Et moi, je vous invite à accueillir particulièrement vos grands chialeux. La société qu'on connaît, toute société, n'a jamais évolué sur la base des gens satisfaits. Alors, vos grands chialeux, allez à leur rencontre, allez les chercher même. Parce que ces personnes-là, non seulement vous ciblent un problème, mais ils peuvent également identifier des solutions. Aimez-les, vos grands chialeux. C'est probablement les personnes... C'est probablement les personnes qui pourront faire des bons remarquables à des communautés locales et territoriales. L'humain, et il y a quelqu'un qui... Je cite une personne qui nous avait parlé avec tout son cœur au moment où elle recevait le premier prix Ruralia Desjardins. Les représentants de la coopérative de Marguerite de Béjoine-Betz disaient « L'humain est important et la façon dont on se regarde change les choses. Si on est grand dans notre tête, alors nous sommes grands. Si on est fort dans notre cœur, alors nous sommes forts. Jamais paroles n'ont été aussi vraies. Depuis 1991 et encore aujourd'hui, ces paroles-là doivent résonner dans nos têtes comme les leaders qu'on est. Parce que c'est de cette manière-là qu'on donne espoir, qu'on donne et partage une vision à des gens qui vont travailler avec nous à réaliser nos milieux de vie. C'est aussi, et surtout, une question de choix individuel, d'abord. Est-ce que oui ou non, je participe à une collectivité? Et une question de choix collectif. Est-ce que je me serre les coudes avec les autres? C'est aussi une question de mixité. Nos jeunes
qui sont férus de technologie, qui sont sur Internet, Facebook, Twitter et tous les autres systèmes que je ne maîtrise pas du tout. Ces jeunes-là, ils sont branchés sur tout ce qui se passe sur la planète et ils sont plus seuls que jamais. Ils sont plus isolés que jamais. Nos aînés aussi, qu'on a tendance à ramener dans des résidences pour être sûr que ça ne nous posera pas de problème. Ces enfants un peu agités dans nos écoles, qu'on va bourrer de Ritalin. L'humain, est-ce qu'on peut être à l'écoute de l'humain? Ces jeunes, ces aînés qui ont beaucoup à nous donner, ces jeunes qui vont faire le monde et qui vont nous pousser dans le dos un jour, est-ce qu'on peut écouter? C'est une question de choix collectif. C'est une question d'avenir de nos communautés et de notre société. Des leaders de cœur que vous êtes, ferez en sorte d'être à l'écoute de ces personnes-là, d'écouter, d'entendre, de comprendre et d'être en mesure de mettre en marche les gens dans leur tête, dans leur cœur et dans l'action pour se donner le village qu'on veut avoir, le milieu de vie qu'on veut se donner. C'est une question de participation individuelle, collectif. On doit tous s'y mettre et aller chercher tous ceux qui sont autour de nous pour y contribuer. Des leaders de cœur, c'est déjà ce que vous êtes. Et il y en a plein d'autres autour de vous. Faites-les émerger. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner et que vous pouvez leur donner. Des leaders de cœur qui seront en action, dans leur tête, dans leur cœur et dans l'action. À Solidarité rurale, on dit depuis 23 ans, tant vaut le village, tant vaut le pays. Mais le village vaut l'implication de ses citoyens. Ce que l'implication des citoyens est au village. Alors maintenant, qu'on se le répète, mon village vaut l'implication de ses citoyens. Et tant vaut le village, tant vaut le pays. Bonne conférence nationale.